اوكي troisième الزول الأول الزويرة نسكيز كان يحيى صراحة تصاطاش نبيد سرعنا نورك صافي فريمون بليزير بغيت نهضر صغير مع أن نولد ربي لا يوم وعرض ماكسين لاكي دونك جو في اسيي بارلي en français. Maître Yahya, ma question, donc vous êtes témoin et en même temps acteur de l'histoire, donc de l'histoire de l'Algérie qui est comme une création de la France en 1837. J'aimerais savoir, par rapport à tout ce qui s'est passé, à tout ce que vous avez vécu, donc on avait pris avec tout ce qui s'est passé, donc on s'est basé sur vos expériences, on a abouti à une autre conclusion qui est celle de demander l'autonomie, l'indépendance de la Kabylie carrément. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a un espoir avec tout ce que vous avez vécu qu'un jour on pourra vivre en Algérie, dans un pays où tout le monde, où l'Algérie va reconnaître à tous ses enfants? Est-ce qu'il y a cet espoir-là? Ou bien que les Kabyles, avec tous ces assassinats, avec toutes ces magouilles, avec tout ce qui s'est passé là, est-ce qu'on peut prendre notre destin en main? Voici ma question. Alors, je réponds à la première intervention. Est-ce que c'est Achir Tahar ou Achish Tahar? C'est Achish Tahar, de Bouzguin. Et je connaissais même le village à côté de Bouzguin. On n'entend pas. Salah, est-ce qu'il est ouvert le micro? La première question, 11 200, moi je la tiens de Hamd Zaïd. Hamd Zaïd, d'abord quand il était à l'hôpital de Harash, j'ai discuté avec lui parce qu'il m'a remis la valise, je lui ai rapporté la valise. Il m'a dit qu'il y avait l'armement lourd, l'armement léger et l'armement moyen. Deuxièmement, il y avait 11 200 militaires qui avaient pris le maquis et à qui on a donné cet armement. L'argent, je ne me souviens pas, mais je me souviens la valise rouge. Quand il me l'a donnée, je l'ai ouverte, elle était pleine d'argent. Je ne me souviens pas de combien était l'argent. Voilà ce que je peux dire, c'est bien Hachiche. La deuxième question, TTA a choisi Messali. Oui, voilà. C'est Messali, vous savez, Messali, on l'adorait tous les militants. On chantait tous les chants pour les militants. Même en Kabylie, quand on se réunit ici, les jeunes militants, on disait Yarham Messali et Ahmed Bouda. Donc on chantait dans les chants comme ça. C'est vrai qu'il avait pris la tête du parti. À l'époque, vous savez, il y avait dans l'internationale socialiste des communistes, il y avait une 13e condition qui disait, dans la période que nous traversons, c'est-à-dire avant la création de l'Étoile nord-africaine et de Somme, il faut que le parti soit dirigé comme une armée. C'était les soviétiques qui disaient ça. C'est-à-dire une obéissance totale et complète. Ce qui fait que, quel était le problème? Le problème, l'indépendance de l'Algérie ne peut venir que par les armes. Or, chaque fois, Messali reculait les élections. Il y a eu les élections à l'Assemblée
en 1946, les élections locales, les mairies en 1947 et les élections à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée algérienne, le 4 avril 1948. Mais jusqu'à 1953, le deuxième congrès, on n'a pas déclenché de révolution. Alors que la Kabylie l'a reproché. Il y avait des gens dans le maquis qui étaient comme Amarachik, mais il y en avait beaucoup d'autres. Donc, Messali et Nahoul Hossein n'avaient pas pour objectif de déclencher la révolution. Et ils ne l'ont pas déclenché. Mais si on peut dire que le PPA-MTLD est un bateau, les centralistes et les messalistes ont coulé ensemble, puisque ce n'est pas le PPA-MTLD qui a fait la révolution. La révolution, moi je voudrais vous donner un mot qu'il faut retenir parce que c'est très important. Ce ne sont pas ceux qui ont déclenché la révolution à qui elle appartient. La révolution n'a pas appartenu à ceux qui l'ont déclenchée. Elle a appartenu à ceux qui l'ont terminée et qui l'ont tiré à eux comme un butin. Je vous demande, voilà, c'est la révolution n'a pas appartenu à ceux qui l'ont déclenchée, elle a appartenu à ceux qui l'ont terminée et qui l'ont tiré à eux comme un butin. Voilà. Comment participer au gouvernement de gauche? D'abord, il faut revenir à la première constituante, l'Assemblée nationale de 1962. Au mois d'avril 1963, on a commencé à l'Assemblée à discuter de la Constitution, celle qui va être votée sous Ben Bella. Au mois d'avril, Hossein Ahmed, qui était avec moi à l'Assemblée, il m'a dit, moi je ne participe pas aux discussions sur la Constitution. Il est parti à Michel. Je ne sais pas s'il y a des gens à Michel. Il a le poste de l'administrateur. Les Français sont partis. Donc Aït Ahmed a occupé le poste de l'administrateur de Michel. Mais attention, en même temps que Aït Ahmed est parti à Michel, son beau-frère, Khidr Mohamed, avait été éliminé par Ben Bella, parce qu'il était secrétaire général du FLN. Bon, donc, Aït Ahmed monte à Michelet, Khidr est éliminé par Ben Bella. Bon. Au mois de mai, donc la Constitution, on va la voter en juin-juillet. Si Mohamed El-Hajj était colonel de la Wilaya 3, il devient 7e région militaire à Tizi Ouzou, mais avec tous les officiers de la Wilaya 3. C'est la Wilaya 3 qui est devenue 7e région militaire. Il vient me voir. Il m'a dit, voilà, j'ai été contacté par Aït Ahmed 3 fois. Il y a ce choc d'inam. Les sages, ils ne disent pas directement la chose. Il est qu'il est des taounos. Ça, c'est Mohamed El-Hajj. La Kabylie, surtout qu'elle a trop souffert. Pendant 6 ans, elle a lutté non seulement contre l'armée française, mais contre l'OTAN. Il vaut mieux que ça se passe à la Wilaya 4. Pourquoi? Parce qu'il y avait Belfada, président du GPRA déchu, il y avait Dahleb, il est de la Wilaya 4, il y avait le docteur Khatib, vous savez, le docteur Khatib, de la Wilaya 4, a lutté contre Ben Bella et ceux qui ont occupé Alger. Et derrière, il y a la Wilaya 6 avec Chabani et Khidr. الفاس النبني يعومن نبني على عوان وتصين ساعتها إلى قنا حلب الشتاء حتى مرتز صومان
au mois d'août. يروح الدغوري سي محمد الحاج انك je vais partir armé et bagages au Mali. Les bagages sont donnés bien. سي محمد الحاج وشكينا نروح. نمنال pour revenir à la question qui est posée, le 29 septembre. Le 29 septembre 63, c'est la création du FFS. Mais Nejma, c'est Etmedri. Etmedri d'Etmelel. Vous savez, c'est à 4 km de Michi. Entre Etichem, Etichem, Kadir, Nejma, نقيم القاعة. خاطر Etmedri دخل القبائل كثر. نقيم القاعة. écrit de Mourad Ousdik. Mourad Ousdik, c'est un avocat en pro. Dès la réunion, il a dit qu'il faut donner le pouvoir militaire à Etahmed. La première réunion. Et que les officiers de la Wilaya Tawa ne naissent pourquoi donner le pouvoir militaire. C'est Mohamed El Haj, depuis 58, après la mort d'Amir Rouge. C'est lui qui est devenu colonel. Pourquoi donner le commandement militaire à Etahmed? Bon. Ça a été très mauvais. Chez moi, il y a deux officiers, un tel, Nana Sassil Hossi. Tu étais responsable de l'os. Mais tu as appris le travail militaire sur les revues de l'armée française. Inès Noublian et le maquis. On a lutté contre les colonels, les généraux français et les généraux de l'OTAN. Comment on va lutter contre les maquis français? Voilà. تم تثنية أفضل شروح الغوري. ربعا les officiers de donner le pouvoir politique et militaire et bon. Et puis il y a eu la guerre du sable avec le Maroc. Donc Saïd David, qui était le commandant de Tizi Ouzou, il nous a contactés. Mourad, on a rencontré Belbela. Mais après une réunion à Djeman Seri, de tout le FF, après le 29, on a rencontré Belbela et il qu'il faut des rois, c'est Mohamed El Haj. C'est Mohamed El Haj et Rohan Azkani. Il a rencontré Belbela. Après la réunion, Belbela, il a fait une conférence de presse et il a dit le colonel, c'est Mohamed El Haj, ex-colonel, c'est-à-dire il a révoqué, ex-colonel. Bon, donc voilà. Et Ahmed, après il est allé voir Belbela. Mais tu vas aller Ahmed finir. Après, est-ce que l'armée va rester dans les maquis? Puisque c'est Mohamed El Haj. Il n'est plus le responsable de la 7e région. Je vais dire Mensen et Ahmed Inek, je vais continuer. Voilà comment ça s'est passé, voilà comment la séparation s'est faite. Ensuite, pour revenir à la question du frère, il y a des crimes dans les maquis avec Ahmed. Rohanok en France. Parce qu'en Kabylie, à partir du moment où les militaires ils ont suivi Cheikh Mohamed El Haj, il n'y avait pas beaucoup de choses. Donc, que ce soit le colonel ou que ce soit celui qui a parlé à Berbère Télévision, le 17 octobre 67, c'est-à-dire 2 jours avant le 19 juin. De là, il savait qu'il y a un coup d'État se préparer contre lui. Il a appelé les gens qui étaient avec Ahmed pour discuter. Il Daniel Ben Younes, le frère d'Amara, qui était de la Fédération de France, Rohan, ils ont rencontré Belbela le 17 octobre.
Et il y a eu une entente, d'après eux, entre le FFS, l'intendant Saïd Ahmed et Ben Bella, Beli Ben Bella Adifa, et ils vont reconnaître le FFS comme parti politique. Nous, avec Omar Boudaoui de la fédération de Pays, toute la fédération, on était derrière Simon Hamdoullah. Donc le 19 juin, quand il y a eu le coup d'État de Boumediene, la partie du FFS qui devait négocier avec Ben Bella, ça a été éliminé. Donc quand ils disent on a obtenu la reconnaissance du FFS, Ben Bella, il était coincé, il voulait avoir une partie de la Kabylie avec lui. On est resté, nous venons avec Ben Bella, c'est Mohamed El Haj, et Mchan avec Boumediene le 19 juin. C'est Mohamed El Haj, il est devenu membre du secrétariat du FLN avec le compagnon de Boumediene, Chérif Ben Qassem, c'était lui qui était responsable du FLN avec Khatib de la Oulia 4 et Sout al-Arab de la Oulia 2. Ils étaient le secrétariat. Le Kenya au Boudaoud, on est resté à l'intérieur avec Boumediene. Bon, Boumediene m'a désigné comme ministre des Travaux publics. Atassi Sinan Ali Haya, il était ministre de Boumediene, de Ben Bella. Je n'ai pas été ministre de Ben Bella. Il m'a contacté, mais j'ai refusé. Après, je suis devenu ministre de l'Agriculture. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une décision personnelle. C'était une décision de Simon Hamdoul Haj avec tous les compagnons, y compris la fédération de France. Mais, l'agriculture, non, quand il fallait, à titre personnel, démissionner de l'agriculture, j'ai démissionné parce que c'était personnel. Ce n'était pas un ensemble qui devait prendre une décision. Quand il fallait prendre une décision, je l'ai pris. Voilà ce que je voulais dire. L'autonomie de l'indépendance de la famille. Vous savez, je ne sais pas si vous avez j'ai écrit il y a 15 jours un dernier article où j'ai écrit en titre l'Algérie est une nation bananière, est une république bananière. Et à la fin, j'ai fait 4 parties, toujours la même chose. J'ai parlé de la berbérité dans la deuxième partie, et puis quand j'ai parlé des politiques, j'ai dit il faut reconnaître le parti de Ali Belflis, il faut reconnaître le parti de l'ancien Premier ministre Sid Ahmed Ghazali, et il faut reconnaître le parti de Farhat Mahdi. Je l'ai écrit. Je maintiens mon équipe. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est des questions politiques, il faut qu'elles reviennent au peuple. C'est le peuple qui va décider demain, lorsqu'il y aura des élections libres, si quelle position ils vont prendre. Quand je suis allé à Paris au mois d'avril, j'ai rencontré Farhat Mahdi. J'ai discuté avec lui. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Quel est le problème? Lorsque ce pouvoir va partir, et il va partir avant avril 2015. Il y a 2 questions qui sont très importantes. Il faut la justice et la liberté. La liberté, vous savez ce que Victor Hugo a dit l'année dernière. Libérer la liberté fera le reste. C'est-à-dire, si la liberté est libre, c'est elle qui ramène tout. Donc, liberté et devoir. Bon. Demain, si
si on arrive, comme les pays africains font, à revenir au peuple. Parce que quand on a libéré l'Algérie en 62, on a libéré le territoire. Mais on n'a pas libéré le peuple, ni les Algériens ou les Algériennes. Pourquoi? Le colonialisme, il nous a enlevé deux choses. La souveraineté populaire. Vous savez ce que c'est la souveraineté populaire? Elle appartient au peuple. La souveraineté populaire, c'est le droit et le devoir du peuple algérien d'élire à toutes les institutions de l'État, depuis la commune jusqu'au président de la République, quelqu'un qu'ils ont choisi par des élections libres. Et la citoyenneté, c'est permettre à l'Algérien et à l'Algérienne de participer à la vie du pays, au niveau de la commune, au niveau de la wilaya, à dire nos contributions quand on n'est pas content. On ne les a pas obtenues. On était des sujets du temps de la France, on est des sujets maintenant. Attention, vous n'êtes ni des citoyens ni des citoyennes. Il n'y a pas de souveraineté populaire. La souveraineté populaire du peuple, elle a été confisquée par les militaires. C'est les militaires toujours qui ont désigné les présidents de la République, de Ben Bella jusqu'à Bouteflika, et c'est eux qui les ont relevés. Ce sont les décideurs de l'armée qui ont relevé Chadli Ben Bella d'abord, Chadli Ben Jdi et même Zerouane. Moi je connais très bien la question de Zerouane parce que j'étais en communication avec les membres du FIS qui ont été libérés et je sais comment ça s'est passé. Donc c'est l'armée qui dit il faut revenir à cette élection. Bref, actuellement, le pouvoir n'a pas décentralisé. Vous savez qu'au niveau des communes, il a désigné un secrétaire général nommé par décret. Et c'est le secrétaire général qui dirige la mairie, c'est pas le maire. Le maire est un fonctionnaire alors que normalement il est élu par le peuple. Un wali peut mettre un maire en prison. C'est pour revenir à Farhan. Est-ce que, moi je suis allé en Espagne, je suis allé en Angleterre. En Espagne, je suis resté 15 jours, quand j'étais président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont commencé par élire les communes, dans les communes, les maires. Donc les maires sont déjà devenus des gens qui demandent l'autonomie. Ensuite, ils sont allés vers les départements. Ils ont obtenu les départements, ils ont eu le Parlement. Et maintenant, ils demandent l'autonomie. En Algérie, le parti de Bader Mehdi a le droit d'exister. Mais est-ce que on va décider d'en haut de dire on a l'autonomie ou l'indépendance ou bien créer un gouvernement ou bien prendre la base, parce qu'il faut revenir à la base. La démocratie, il faut la dire en un mot, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il faut revenir à ce que la base, en Kabylie et ailleurs, prenne les communes. Et à ce moment-là, on dira au gouvernement, il faut non seulement déconcentrer, mais décentraliser. C'est-à-dire au niveau de chaque wilaya, il faut qu'il y ait un parlement élu. Et le maire, il faut qu'il soit un vrai maire. À ce moment-là, il y a une base qui se forme. Mais que le parti du MAC soit reconnu, moi je l'ai écrit, c'est le premier. J'ai reçu des coups de téléphone qui m'insultaient. Mais c'est un principe de la démocratie. C'est de respecter le suffrage universel et la volonté du peuple. Donc,
Alors, la prochaine question. S'il vous plaît. Bon. J'ai deux questions. On va dire deux. La première question, pourquoi avoir attendu longtemps pour écrire ce témoignage sur la crise anti-berbère de 49? Pourquoi maintenant et non pas avant, il y a 30 ans, 40 ans en arrière? La deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire ou de faire un commentaire sur la question des poseurs de bombes de 75, des années 70, des années 70 à l'époque de Bombier? Et ma troisième question, que pensez-vous du statut de la femme algérienne? Vous aviez dit tout à l'heure qu'on n'est pas citoyen, c'est clair, mais non seulement l'homme n'est pas citoyen, mais la femme, elle souffre doublement par rapport à l'homme algérien. Merci. Ok, deuxième question. Maître, bienvenue parmi nous. Ma question, ma question c'est donc, vous avez commencé à militer depuis votre jeune âge, disons à peu près 70 ans de militantisme. Vous êtes militant encore jusqu'à maintenant. Donc ma question, continuez à militer pour une Algérie, telle qu'on la voit en ce moment. Et nous avons constaté que de plus en plus, on va de pire en pire. Ne pensez-vous pas que c'est une perte de temps de continuer à militer pour une Algérie? Nous avons en ce moment une nouvelle génération de militants pour la Kabylie qui ont une autre option pour la Kabylie parce que jusqu'à présent, les grands perdants, ce sont les Kabyles. De cette Algérie, c'est les Kabyles qui sont les plus perdants. Donc, comment voyez-vous cette Algérie dans quelques années à venir, dans les prochaines années? Merci. Maître, je voulais savoir quelle était la position des oulémas concernant la crise d'Algérie. J'aimerais partager avec vous une citation qui dit que la révolution est initiée par des intelligents des braves, exécutée par des brutes et récupérée par des lâches. Je voudrais avoir votre avis sur cette citation. Merci. Exécuté par des brutes et voilà. On va récupérer par des lâches. Je me présente, Madame Samina Djoudi, je suis présidente de l'association AIFA. Et j'ai beaucoup de questions, mais je vais laisser quand même l'opportunité aux gens. Je vais en poser une quand même. C'est concernant M. Bnei derrière nous, qu'on appelle communément Siwalin Senior. On a grandi à Djema Sahari, que moi-même je suis
puis de la région, en ayant une image assez terne de cette personne. Jusqu'aux dernières années, il a été considéré comme étant du moins un lâche puisqu'il a été exécuté par ses pairs. J'imagine que lors de la Révolution, tous ceux qui sont exécutés par le FLN, c'est des lâches. Si c'est pas la France qui l'exécute, ça veut dire qu'ils ont quelque chose à lui reprocher. Donc c'est près de 50 ans après son exécution que la vérité a été élucidée et sa mémoire a été honorée. Je rejoins un petit peu la question de Mme Aka. Pourquoi attendre si longtemps pour qu'un homme, pas juste Siwalé, il y en a d'autres, beaucoup d'autres, que leur mémoire a été très très ternie par les histoires qu'on entendait. Moi, j'entendais parler vraiment d'une façon assez très sombre. C'était un tabou de parler de ces personnes-là. Je pense que 50 ans après, c'est trop. Pourriez-vous me dire sûrement qu'il y a des raisons pour attendre aussi longtemps? Merci. Pour ceux qui n'ont pas entendu les questions, donc pour la première question, il y a trois en fait. Pourquoi avoir attendu longtemps et pas maintenant, qui s'est répété plus loin? Les poseurs de bombe 76, c'est quoi votre point de vue? Question des femmes algériennes qui souffrent doublement par rapport à l'homme. D'abord, je vais répondre à ces premières questions. Donc, pourquoi maintenant? Oui. Vous savez, en 62, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'armée qui est venue des frontières, elle a occupé le pays. Ce qui fait que, je dirais une phrase seulement, en 62, ceux qui ont occupé le pays n'ont pas fait la différence entre la nation, le peuple et la société. La deuxième chose, les dirigeants de 62 n'ont pas fait la différence entre le socialisme et le capitalisme d'État. Parce que l'autogestion, elle n'était pas libre. Ce n'est pas un socialisme national. C'était les terres autogérées qui étaient dirigées par l'État. Donc il n'y a pas de différence entre le socialisme et l'autogestion. La troisième chose, beaucoup plus grave, c'est que les dirigeants n'ont pas fait une différence entre le socialisme national, parce qu'ils ont dit on n'applique pas le socialisme international, c'est du communisme. On fait le socialisme national et le national-socialisme. Le socialisme national et le national-socialisme. C'est plutôt le nazisme. Ils ont appliqué la politique. Quand vous faites cette différence, qu'est-ce qui est resté en 62 pour lutter contre ce pouvoir? Ou bien vous vous intégrez dans le pouvoir, comme on a demandé pour la berbérité de s'intégrer et de s'assimiler, c'est-à-dire de disparaître. Ou bien vous vous taisez, ou bien vous partez à l'étranger, ou vous allez à la clandestine. Voilà les choses qui étaient réservées en Algérie. Pourquoi maintenant? Il y a deux handicaps. Le premier handicap, c'est la période 90, où le fils a tenté de prendre par des élections le pouvoir. Allez, 1992, jusqu'à l'arrivée de Bouteflika, le 15 avril 1999. Donc, la décennie 90 a coupé les jambes et les bras à ceux qui voulaient passer
à la lutte armée pour se libérer de ce personnage. Troisièmement, il y a l'argent. Il ne faut pas oublier que ce pouvoir actuel, Bouteflika a passé 15 ans, soit un quinquennat de 15 ans. Il a eu beaucoup d'argent. Mais il n'a pas développé le pays. Tout ce que Bouteflika a fait avec l'argent, 632 milliards de dollars, 632 ont été dépensés. Ce qui est dans la loi des finances, c'est-à-dire jusqu'à 30 $, ça c'est contrôlé. Mais après 36 $ jusqu'à 120 $, personne ne contrôle, ni le ministre des Finances, ni le gouvernement. Pourquoi? Bouteflika n'a fait ni les libertés, ni le développement économique et social du pays. Il a fait une seule chose. Comment prendre le pouvoir, comment étendre ses attributions et comment garder le pouvoir. Et pour garder le pouvoir, il faut qu'il y ait une mainmise sur l'armée. Parce que c'est l'armée qui a désigné tous les présidents algériens et qui a révoqué 3 présidents algériens, je vous le dis. Voilà Bouteflika ce qu'il a fait. Aucun développement. Et pour revenir à la question qui a été posée par la sœur, après je parlerai de la bombe. Pourquoi la femme algérienne ne joue pas son rôle? D'abord, il faut prendre les constitutions algériennes. Vous savez que chaque président de la République, il veut sa constitution. C'est un costume personnel, c'est pas pour le peuple. Les constitutions donnent les droits à la femme. Elle peut être députée, elle peut être président de la République. Le Zahloul, elle veut être président de la République. Mais le code de la famille, il fait de l'Algérienne une mineure. C'est une mineure. On a voulu arranger en disant, Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, celui qui veut épouser une deuxième femme doit avoir l'accord de la première femme. Mais comme on a maintenu dans la Constitution la répudiation et le divorce unilatéral, prenez un homme qui veut épouser une deuxième femme. Si sa première femme l'a remise, il la répudie. C'est ça. Donc, bon, rien n'a été. C'est le problème ça a été fait. Mais on va revenir parce que je ne vous ai pas parlé de la Kabylie de 1930. Je voudrais vous dire un mot. Il ne faut pas négliger la femme, ce qui se passe actuellement. C'est la femme qui permet à son mari de grandir dans la société. Parce que si la femme est l'avenir de l'homme, pour que l'homme puisse réussir, et vous avez tous réussi ici, c'est que vos femmes vous ont enlevé tous les soucis. Comment élever les enfants, comment s'occuper de la maison, comment régler vos problèmes avec votre famille, avec vos soeurs, avec vos parents, comment aller au soir. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc c'est elle, il faut. La femme est l'avenir de l'homme, mais l'homme doit être l'avenir de la femme. Il faut qu'il ait l'avenir. Je finirai par une phrase. Il ne faut pas dire que nos femmes ne jouent pas un rôle. C'est pas vrai. La femme, écoutez-moi bien. L'homme est la tête. La femme est le cou qui fait tourner la tête.
Surtout la deuxième fois avec Smaïl, qui était avec moi à l'infirmerie. On n'entend pas là. Il a écrit un livre qui est très important sur ce qui s'est passé à Berwavia. Comment ils ont été faits. Ce qu'il faut dire, parce qu'on ne peut pas, il y a quelqu'un ici qui peut parler puisqu'il fait partie, c'est que dans l'histoire du mouvement berbère, ça se situe dans la continuité à un moment où il y a eu une fracture. Et c'est à partir de là que ça a repris, que ça a donné un peu de vigueur. Voilà ce que je peux dire. Je les ai rencontrés avec Smaïl. Alors il faut que je vous dise aussi, puisqu'on parle des femmes. La mère de Smaïl, quand le père est marié, il a laissé un hôtel à Paris. Et les frères du père de Smaïl ont voulu s'accaparer de l'hôtel. Parce que les enfants étaient jeunes et les frères étaient âgés. Ils ont appelé la femme, la mère de Smaïl, pour qu'il leur donne les clés de l'hôtel. Alors je vous dis, voilà une femme kabyle qui ne connaissait aucun mot de français. Aucun. Elle est allée à Paris. Après la mort de son mari, elle a trouvé une institutrice française à la retraite qui lui a appris le français. Elle est allée voir le pape. Elle a été reçue, elle a remis le mot pour que son fils et ceux qui étaient en prison soient pris en considération. Voilà ce que les femmes kabyles sont capables de faire. Pour ceux qui ne connaissent pas le Lounès Kassé, il est ici parmi les poseurs de bombes françaises, donc 11 ans de présent. Et on applaudit ces hommes-là. Une française, Ismaël Moujbok, qui vient de citer, je l'ai vu il n'y a pas longtemps à Paris, il est vraiment souffrant aussi, il est vraiment souffrant, et puis Hossein Djeladi et tous les autres. Est-ce que c'est aussi Deuxième question. Continuer à militer pour un Algérie est-il une perte de temps? Bon, pourquoi ne pas uniquement changer une famille de famille? C'est un problème de fond, vous savez. Est-ce qu'il faut se retirer tellement en Kabylie à dire nous allons demander l'autonomie ou l'indépendance comme ça demandé dans le monde? Même la Bretagne en France, elle demande son autonomie. Donc ça, c'est un mouvement qui est général partout et se présente au Québec. D'abord sur le plan de la langue. Parce que le monde arabe et en Algérie, on mélange. Vous ici, quand on prend par exemple un Belge qui parle français, un Belge qui parle français n'est pas français. Un Québécois qui parle français n'est pas français. Un Algérien qui parle français et qui parle arabe, un Kabyle qui parle français ou un arabe n'est ni français ni arabe. Donc si vous voulez, on peut apprendre toutes les langues. Ce n'est pas la langue ou la religion qui peut déterminer ce que peut être l'identité d'un membre dans le monde entier. À mon avis, parce que l'Algérie, elle va aller ou bien pour la régionalisation, parce que ce n'est pas le régionalisme. Quand on demande ce que nos frères posent la question, c'est du régionalisme. Ils demandent à ce qu'une religion soit autonome ou indépendante. Ce qu'il faut retenir,
c'est que la régionalisation, c'est donner le pouvoir aux régions, avec des parlements, avec des responsables politiques et techniques pour développer le pays. Comment voulez-vous demander la région de Kabylie indépendante et abandonner le pétrole du Sahara et les richesses? Elles nous appartiennent aussi. On ne peut pas les laisser à quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut, c'est au contraire que Tamazirt et la Mazérité, elle dépasse l'Algérie. Il crée une confédération africaine avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Afrique du Nord, mais aussi en étant, parce qu'elle se trouve à Paris, et même ici chez vous, avec tout ce qui est effort, comme effort que vous faites vous-même, la langue berbère, la Tamazirt sera connue dans le monde entier. Mais le problème qu'il faut discuter, à mon avis, et c'est ça le problème de fond. Parce qu'en Algérie, beaucoup vous disent on accepte que la langue tamazirt soit reconnue comme nationale ou officielle. Mais il faut que ce soit en arabe. Pour l'arabe, ce n'est pas l'ouverture vers le monde. Il faut l'ouvrir vers le monde. Il faut qu'on aille nous vers le monde et que le monde vienne à nous. C'est ça le problème le plus important. Maintenant, le frère qui a posé la question, les idées sont responsables. Il faut les respecter. Ce qu'il y a, il faut les soumettre au peuple. Si vous voulez, il faut faire la démocratie. Et la démocratie, c'est le peuple. Donc il faut aller avant de demander quelque chose. On va vers le peuple et on amène le peuple. Le peuple, c'est une force. Et personne ne pourra dire, si s'explique demain, si la Kabylie ne va pas être autonome ou plus, ou bien si elle va s'étendre dans une région, parce que le monde actuellement, il va changer. Le monde capitaliste, je parle du monde, y compris de l'Amérique, il va changer. Donc le capitalisme international qui a dominé le monde, vous allez avoir la Chine dans 12 ans, elle va dépasser l'Amérique. Vous allez avoir l'Inde, dans 25 ans, elle va dépasser l'Amérique. Vous allez avoir des pays, il y aura une nouvelle organisation du monde. Et nous allons participer, vous, j'espère, à cette réorganisation du monde. Maintenant, l'idée, elle est respectable. Alors, troisième question, position des ulama concernant la question berbère. Et bon, que pensez-vous de la tâche qui était révolutionnée ici par les Arabes, exécutée par les Druses et récupérée par les Rages? Oui, alors, vous savez, d'abord les ulémas, ils ont été créés à Alger au mois de mars 1931. Ils se sont réunis au Congrès au mois de mars 1936. Et en 1936, vous savez, il y a eu le Front populaire avec Léon Blum en France. Et Farhat Abbas, il y avait une délégation des oulémas qui devait partir en France pour être reçue par le gouvernement du Front populaire de Léon Blum. Il y avait 3 oulémas, Ben Bedis, Bachir Ibrahimi et Tayyib al-Aqd. Voilà les plus hautes personnalités des oulémas. Avec eux, il y avait Farhat Abbas. Et à Constantine, il y avait un député qui s'appelait Benjelloul. Et Farhat Abbas, dans le journal longtemps, en 1936, avant de partir à Paris, beaucoup de vous connaissent, il a dit, si l'Algérie existait en tant que nation, je serais fier d'être nationaliste. Mais l'Algérie n'a jamais existé. J'ai visité les cimetières, j'ai visité tout. Je n'ai pas trouvé l'indépendance de l'Algérie. Dans l'article, dans longtemps, avant de partir à Paris. Quand les oulémas sont partis, ils ont été reçus par le Front populaire
le 18 juillet 1936. 18 juillet. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit nous sommes des Français. Mais le statut personnel, c'est pour écraser la part, c'est tout. Le statut personnel, le reste on abandonne toutes nos personnalités, comme ça, avec le Front populaire. Quand ils sont revenus, ils devaient faire, vous savez, au stade de Bellecour le 2 août 1936. C'était pour dire au peuple, voilà ce qu'on a obtenu, on est devenus des Français, mais on reste des musulmans, on a gardé le statut personnel. Et c'est là que Messali est arrivé par bateau. Et c'est là que Messali, au stade de Bellecour, il a embrassé la terre quand il est arrivé, et puis il a dit l'Algérie n'est pas à vendre. Mais ce n'était pas en tant que PPA, parce que 36 c'était les trônes nord-africains, c'est 37. Donc, sur le plan du nationalisme, c'est-à-dire l'Algérie nation, nation souveraine, les oulémas n'ont pas défendu. Ce qu'ils veulent, c'est l'islam dans le monde entier, dans le fils aussi. Quand on s'est réunis à Rome, c'est pas pour ça que vous n'avez pas proposé de questions pour Rome. Quand on s'est réunis... Il a dit qu'on arrête au livre. Quand on s'est réunis 2 fois. La première fois, c'est en novembre. Moi, comme j'ai été l'avocat du fils, en novembre, je suis allé le voir. Le 6 septembre, on venait de nous mettre ils l'ont mis dans une villa, en descendant de le premier ville. Je suis allé le voir, j'ai dit, on va se réunir à Saint-Égidio, qu'est-ce que vous pensez? Après le pays, il a dit, moi je refuse parce qu'il ne faut jamais se réunir chez les chrétiens. Ben Hadj, il est sorti avec lui. Il m'a dit, si vous ramenez la paix en Algérie, vous pouvez y aller. On est allé là-bas, est venu, beaucoup est venu. On a